derniers jours, le nom de Poupette Kenza est revenu partout sur les réseaux avec la sortie annoncée de son livre De Poupette à Kenza. Et ce titre, il m'a tout de suite interpellée parce qu'il pose une question presque sans vraiment le dire. Est-ce que la personne qu'on regarde tous les jours sur les réseaux est vraiment celle qu'elle veut bien nous montrer? Est-ce que Poupette joue un rôle malgré toute la transparence, malgré toute l'authenticité qu'elle défend tant? Et ces questions, je me les suis encore plus posées il y a quelques semaines quand j'ai commencé à m'intéresser à l'engouement autour de Poupette Kenza. Ma fille, c'est une ado, elle a 15 ans et elle suit Poupette depuis ses débuts sur Snapchat. Et moi, comme je me posais 1000 questions sur Poupette, eh bien, c'est tout naturellement que je suis allée vers ma fille. Et sa réaction, elle m'a plus ou moins choquée parce qu'elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? Tu penses que c'est une mauvaise mère ?» Je pars du postulat que les mamans font ce qu'elles peuvent et que chacun fait ce qu'il veut. Je lui ai juste répondu « Comment est-ce que je pourrais la juger? Je ne la connais même pas. » Et c'est vrai que de l'extérieur, on cherche tous à juger plus ou moins les gens. On cherche tous à les mettre dans une case. Mais là où je veux en venir, c'est que Poupette, de par le titre de son livre, a l'air de vouloir dire qu'il y a une dualité entre qui elle montre et qui elle est vraiment. Et c'est là que mon investigation sur Poupette Kenza a commencé. Parce que avec les réseaux, on peut avoir l'impression de connaître quelqu'un intimement sans jamais l'avoir rencontré. Et pourtant, les contenus de Poupette ont bousculé tous les codes des réseaux sociaux. On a l'impression de tout connaître d'elle parce qu'elle partage tout d'elle. On voit ses enfants, sa grossesse, son mari, ses disputes, ses émotions, ses états d'âme, ses dramas, ses moments de fatigue, ses mises en retrait, ses comebacks en trombe, ses clashs, ses séparations et ses réconciliations. Et à force de voir Poupette tous les jours sur son téléphone, sur Snap, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube maintenant, on finit presque par avoir l'impression qu'elle fait partie de notre vie, comme une meilleure amie, une sœur qu'on aurait aimé avoir dans la vraie vie, comme quelqu'un qu'on connaît vraiment. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ce qui a créé le phénomène Poupette Kenza, c'est qu'elle a donné l'impression d'être vraie, à l'ère où beaucoup d'influenceuses montraient des vies parfaites, des corps parfaits, des couples parfaits, et beaucoup de personnes disaient que leur soi-disant vie de rêve, c'était du fake monté de toutes pièces. Alors que Poupette, elle est allée à contre-courant de ces influenceuses. Elle a montré sa fatigue, ses crises émotionnelles, ses disputes, ses complexes, ses émotions qui explosaient, les moments où elle craquait et tout ça sans filtre. Et forcément, énormément de femmes se sont reconnues dans ses partages parce qu'elle disait tout haut ce que beaucoup de femmes vivent en silence. La surcharge mentale, les difficultés de la maternité, les émotions qu'on n'arrive pas à gérer, le sentiment d'être seule parfois face à ses problèmes, le fait de ne pas être parfaite partout. Et elle montrait ça sans filtre, sans retenue. Je regarde les stories d'avant et juste là, je peux plus et j'arrive plus et je supporte plus, je ne peux plus le voir. Mais pourquoi je mange à 22h30 sous prétexte qui m'a pas aidé à enlever les poux, qui m'a pas aidé à faire les repas, qui m'a pas aidé à laver les enfants, j'ai tout fait toute seule. Je suis rentrée dans la douche avec les 3 enfants, oui. Juste parce que je suis partie au stage, j'ai même pas été au sport. Tellement toute la journée je me suis fait menacer. Toute la journée, en gros menacée dans le sens où on m'envoie des vidéos de Nessaïm qui pleure et tout, en mode pour me faire culpabiliser et tout. Mon cerveau va exploser. Les cris, je peux plus les cris, je peux plus. C'était juste pour te dire, ma chérie, tu vois ce que vit Poupette là? Tu sais qu'il y a énormément de mariages qui ressemblent à celui de Poupette. Genre ce que vit Poupette, énormément de femmes se voient en elle. Parce que moi-même personnellement, c'est quelque chose que j'ai vécu. En fait, vous savez, le comportement d'Alan, c'est beaucoup d'hommes ont ce comportement. C'est pour ça que la femme parle beaucoup de charge mentale. C'est exactement ce que Poupette vit dans son mariage, de la charge mentale. Bien. Mais plus je regardais certaines de ces vidéos, plus une question commençait à me déranger. À partir de quand l'authenticité et la transparence absolue deviennent-elles une forme d'obligation de se surexposer, de surexposer sa vie? Parce qu'au début, montrer sa vie crée de la proximité. Mais à force de tout montrer, est-ce qu'il reste encore une frontière entre vivre quelque chose parfois d'insignifiant et le besoin de le transformer immédiatement en contenu? Et c'est là que les choses commencent à être intrigantes. Mais pour comprendre qui est vraiment Poupette Kenza, il faut remonter un peu en arrière. Kenza Benchrif, âgée de 25 ans, est née le 29 juin 2000 et a grandi à Rouen, pratiquement seule avec sa mère parce que son père travaille à l'étranger,
travaillait à l'étranger et c'est que rarement qu'il était présent. Et à l'âge de 15 ans, ses parents se sont séparés et elle en reparlera plus tard comme l'un des chocs les plus importants de sa vie. Du jour au lendemain, la famille qu'elle avait idéalisée s'effondre et c'est à la fac qu'elle rencontre Alan qui va être son compagnon. Elle lui demande à l'époque sa batterie externe alors que son téléphone était chargé à 100%. C'était un prétexte qu'elle avait trouvé pour pouvoir accoster Alan. Elle décide très vite que c'est avec lui qu'elle va fonder une famille. Depuis sa jeunesse, elle ne connaît que lui. Ensemble, ils travaillent comme des fous, ils enchaînent 2 boulots. Elle va travailler à la boulangerie le matin et à l'usine le soir. Et c'est à 19 ans qu'elle tombe enceinte. Et c'est pendant cette période, à la maison, qu'elle commence à poster un peu sur Snapchat. D'abord, c'est pour passer le temps parce qu'elle est enceinte et c'est très rapidement qu'elle comprend une chose, c'est que sa grossesse, sa vie de couple, ses disputes, ses doutes, les gens adorent ça. Elle obtient plein de réactions et une forme d'émulation autour de ses contenus. Elle se dit, et si je monétisais ça? En février 2023, elle est devenue la Snapchatteuse la plus suivie de France avec 1,3 million d'abonnés. À son apogée, elle poste jusqu'à 600 snaps par jour. 600. Ma fille me disait qu'avant, quand elle faisait des stories, ça pouvait être des petites rangées de petits points serrés qui n'en finissaient pas dans les stories. Et maintenant, elle a des traits qui sont de plus en plus longs. C'est le signe que quelque chose a commencé à changer. Actuellement, elle a 3 enfants et elle est enceinte de son 4e enfant. Elle a une vie entièrement exposée sous les projecteurs. Et il y a plusieurs moments qui m'ont interpellée dans son histoire. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît parce qu'il a fait le buzz sur les réseaux. C'est quand son fils a eu une fracture du crâne. Des accidents domestiques, ça arrive chez énormément de parents. Un enfant peut faire une chute dans un moment d'inattention et en général, les parents, ils paniquent, ils ressentent une forte culpabilité, ils ont presque honte parce que ça s'est passé. Ils appellent en général leur mère, ils vont aux urgences, ils vont à l'hôpital sans réfléchir. Ils gardent ça dans leur sphère privée. Mais dans le cas de Poupette Kenza, son premier réflexe, ça a été de demander l'avis de sa communauté sur les réseaux. Alors, vous en pensez quoi, les filles? Vous pensez que c'est grave? Et là, je me suis posé une vraie question. À force de vivre sous le regard permanent, est-ce que Poupette n'utiliserait pas les réseaux et sa communauté comme un espace d'exutoire pour exprimer ses émotions, ses doutes, en lieu et place de ce qui pourrait être une amie, un parent, un psychologue, comme si les réseaux seraient devenus une forme vivante à qui se confier, chercher du réconfort, être validée comme étant une bonne personne, c'est comme si elle cherchait une forme de régulation émotionnelle. À l'hôpital tout de suite. Sa tête, je trouve qu'elle a très peu de volume depuis hier. Et là, je viens pour lui faire le shampoing, son crâne, il est tout mou. C'est tout mou, il y a comme de l'eau ici. Et c'est là que ça pose le problème, parce que toute cette transparence sur les réseaux en exposant cet accident à sa communauté, elle a été soupçonnée de maltraitance, placée en garde à vue et ses enfants ont été temporairement retirés. Elle a risqué de perdre le lien qu'elle a avec ses propres enfants. On pourrait se dire que c'est un cas isolé, un moment de panique, que ça n'arrivera plus. Et puis, il y a eu l'histoire d'Alan qui a fait une crise d'épilepsie. Là, on n'est plus dans le simple quotidien, on est dans l'urgence médicale. Et là, son premier réflexe a été de filmer cette scène. Je l'emmène à l'hôpital tout de suite.
Est-ce que le réflexe de filmer est devenu plus fort que le réflexe de secourir quelqu'un? Je sais qu'une crise d'épilepsie, ça peut être super impressionnant pour l'avoir déjà vécu. Et il y a quelque chose, ça touche à quelque chose de vraiment intime parce que son partenaire était couché là, en pleine vulnérabilité et son réflexe a été de filmer ça. Et est-ce que c'est de la transparence, de l'authenticité ou c'est quelque chose de plus profond qui se joue là? Ce besoin permanent d'être vu, validé, reconnu, qui peut s'apparenter à presque du voyeurisme. Je ne sais pas, mais la question, elle est vraiment entière. Et à partir de là, on commence à toucher à quelque chose de beaucoup plus intime. Parce que plus je la regarde dans ces vidéos, plus j'ai l'impression que les réseaux sont devenus pour elle une sorte de bulle émotionnelle permanente, comme une addiction au regard. À chaque critique, elle revient pour prouver. À chaque polémique, elle revient pour expliquer. À chaque fois qu'elle semble vouloir faire une pause, quelque chose la ramène sur les réseaux. Comme si ne pas être vue était devenu insupportable pour elle. Et c'est là que je pense à Loana. Loana, la gagnante de Love Story en 2001. J'ai fait une vidéo sur elle. D'ailleurs, tu peux cliquer ici pour la voir. Ce sont deux femmes à deux époques différentes, mais c'est tout aussi vertigineux parce qu'elles sont passées de l'anonymat au regard de millions de personnes, de la routine ordinaire au sensationnalisme permanent. Sauf qu'il y a une différence fondamentale entre Loana qui a subi la télé-réalité, elle a été mise sous les projecteurs le temps d'une émission et quand les caméras se sont éteintes, elle ne savait plus exister sans ce regard. Tandis que Poupette Kenza, elle a créé sa propre télé-réalité, volontairement, en continu, sans producteur, sans fin de saison, sans bouton off. Et c'est peut-être là le vrai problème. Moi aussi, ma vie, elle est pareille tous les jours, mais je la raconte et sachez qu'il y a des gens qui sont intéressés. C'est que le matin, je me réveille, je me maquille avec elle, je leur raconte que ma fille, elle n'a pas dormi. Vous, ça vous intéresserait pas de regarder ça? Ça m'arrive, j'ai envie de regarder. Voilà, mais en fait, le problème, c'est que on appelle ça une relation parasociale. Donc, il y a des gens qui nous connaissent pas personnellement, que nous, on connaît pas, mais il y a un lien d'attachement qui se crée, et même si tous les jours, c'est la même chose, bah, c'est fou de dire ça, mais c'est comme, vous savez, il y a des gens qui sont fans de Mylène Farmer, de trucs comme ça, et ils pourraient suivre toutes ces actualités et tout, même si... Est-ce qu'ils suivraient comment elle se maquille Bah après, moi, par exemple, c'est ma marque de fabrique, tu vois. C'est un peu une sorte de télé-réalité quotidienne, où on suit un peu les aventures. Là, j'étais à Dubaï, après j'étais en prison, tu vois, c'est la suite au prochain épisode. Okay. La prochaine, je suis sur le dos d'une vache, mais on suit. Donc là, ils attendent... mes poupettes, je les appelle mes poupettes parce que moi je suis poupette. Mon nom de scène c'est poupette, du coup je les appelle mes poupettes. Je trouve que ça va bien. Donc là, elles attendent de voir ce qui va m'arriver au procès, la suite de ma vie. Là, je me suis fait tromper par mon mari, du coup je me sépare. En même temps, j'ai appris que j'étais enceinte du 4e. C'est un peu une télé-réalité. C'est un peu... Donc, c'est tous les jours la même vie, mais un peu mouvementée, je vous cache pas. Quand ta vie entière est une télé-réalité, à quel moment tu vis vraiment? Il y a un troisième événement qui a vraiment marqué mon esprit et celui de beaucoup de personnes, c'est celui des enfants. Pendant des années, ces enfants ont grandi sous le regard permanent des réseaux sociaux. Et ce qui a interpellé le plus, en dehors des petites bouilles qui sont exposées à longueur de journée, ce sont des vidéos de ces enfants en petite tenue, en petite culotte, et des conversations intimes filmées sur le zizi de leur papa. Des contenus qui ont choqué et alerté, mais elle ne voit pas le problème sur le moment. Influenceuse Poupette Kenza, cette dernière a encore publié une vidéo qui a fait polémique. Regardez et vous me dites ce que vous en pensez. J'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père. De Poupette Kenza, donc la célèbre influenceuse, qui est avec son enfant. Et visiblement, dans la vidéo, on a l'impression qu'elle montre à l'enfant ou qu'elle parle à l'enfant du sexe de son père qui sort de la douche. Voilà. Alors donc, elle a été lynchée sur les réseaux sociaux. Même une partie de sa fidèle communauté l'a désertée. Ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est que son mari, d'abord, n'était pas nu. Et elle dit que c'est une maladresse d'avoir publié. Quelles que soient les explications... Alors, regardez, elle s'est justifiée. Voilà. Regardez mon chilou. La vidéo en question a été mal interprétée, elle a été sortie de son contexte. Cette vidéo n'avait littéralement rien à faire sur mon Snapchat. Je le comprends, vous avez entièrement raison. Et je souhaite m'excuser auprès de toute ma communauté, auprès de tout le monde, pour celle que ça a pu heurter. J'ai partagé sans réfléchir. Je m'en veux tellement d'avoir posté sans vérifier avant. J'ai de suite supprimé, mais c'était déjà trop tard, ça faisait 10 minutes.
Je comprends votre inquiétude, mais tout ce qui se dit sur internet c'est faux. C'est uniquement dans le but des personnes qui me détestent. En fait, leur but c'est d'utiliser chaque chose qu'elles peuvent avoir contre moi, le moindre contenu qui joue en ma défaveur. Alors, Bon, la seule chose qu'on peut dire, moi je ne fais pas partie de ceux qui la détestent, mais faire ça c'est grave. Voilà, il ne peut pas y avoir de justification, pas d'explication, et même je trouve ce qu'elle dit est un peu faible par rapport à l'immense faute qu'elle a commise. Voilà. Elle continue de partager sans filtre et sans pudeur, ni voir l'incidence que cela peut avoir sur ses propres enfants, mais aussi sur sa propre réputation. Et forcément, ça a choqué énormément de personnes parce qu'aujourd'hui, la protection des enfants sur Internet, c'est devenu un vrai sujet de société. On sait que des prédateurs sexuels sont à l'affût de ce genre d'images et qu'il existe une économie parallèle avec l'avènement de l'IA qui peut détruire la réputation et se traduire en cyberharcèlement. Et quand on lui a soumis le fait qu'elle devait faire attention aux images de ses enfants, que ces images, ces vidéos pouvaient se retrouver sur le dark web, elle semblait l'avoir mal pris. Elle l'a vraiment pris comme un affront plutôt qu'une mise en garde en tant que mère. De dire que regardez, juste dire que ma fille est sur le dark web, avec une recherche récente, les gens ils finissent en top tweet avec des fake news comme ça me met hors de moi. Parce que moi je reçois des insultes depuis ce matin, parce que Alan il reçoit des insultes, alors que c'est faux. Ok, donc moi je vais mettre les audios de l'ingénieur en question. Moi les filles, ça me met hors de moi. Je vais vous mettre les audios de l'ingénieur en question. Donc je suis allé sur les liens que tu m'as partagés et il n'y a rien. Moi je vois pas j'ai pas trouvé de photos avec l'enfant que tu m'as montré. Voilà, elle a pris le pli de vouloir prouver que ses enfants n'étaient pas concernés. Elle a même fait appel à un ingénieur spécialisé sur les réseaux pour le prouver, en montrant et en faisant écouter des vocaux de cet ingénieur qui disait « Je n'ai pas vu de traces du lien que tu m'as envoyé avec la photo de ses enfants sur le dark web ». Et ma fille, quand je lui ai parlé de ça, et qui la suit depuis des années, elle m'a dit quelque chose qui est vraiment fort. Quand elle dit que ses enfants ne se retrouvent pas sur le dark web, je pense qu'elle est dans le déni. Ça, c'est les phrases de ma fille. C'est troublant qu'une adolescente de 15 ans arrive à voir ce qu'un adulte n'arrive pas à voir. Au point que les députés ont saisi le parquet de Rouen pour mise en danger d'enfants. Et sa réaction, pas de remise en question, pas de prise de recul. Au contraire, elle se défend, elle se justifie, comme si l'alerte était un affront. Et c'est peut-être ça le signe le plus troublant. C'est pas forcément le contenu en lui-même, mais cette incapacité à entendre les alertes. Cette addiction au regard, ça devient plus fort qu'elle, au-delà de la protection de ses propres enfants. Alors, la question que j'ai envie de me poser, c'est jusqu'où on peut aller dans la transparence quand d'autres personnes que nous, notamment nos enfants, deviennent eux aussi du contenu. Quand ta vie entière est une télé-réalité, à quel moment tu vis vraiment? Et pour comprendre ce besoin intense d'être vu et aimé qu'a Kenza, il faut peut-être remonter un peu plus en arrière. Ses parents se sont séparés alors qu'elle avait 15 ans. Et 15 ans, c'est exactement l'âge où on construit son identité, où on cherche ses repères, où on a besoin de sécurité, de stabilité pour se construire. Et l'adolescence, c'est le moment où on se demande qui on est. On est à vif émotionnellement. On a le besoin de se sentir en sécurité pour avancer. Et quand cet équilibre est perturbé à ce moment précis de sa vie, on peut développer des stratégies pour trouver ailleurs ce qu'on n'a peut-être pas reçu suffisamment. Alors, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas devenus pour elle cet endroit, cet espace où des millions de personnes lui disent tous les jours qu'elle existe, qu'elle compte, qu'elle peut être aimée? Une chose qui pourrait répondre aussi à cette question, c'est que Kenza explique dans son livre qu'elle a été diagnostiquée HPI et HPE. HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel, HPE, haut potentiel émotionnel. Ça veut dire qu'elle a la capacité de ressentir très fort les choses et dans un environnement comme les réseaux sociaux, qui est un espace où toutes les émotions sont amplifiées, on peut comprendre pourquoi quand elle partage quelque chose, tout peut être exacerbé. Une personne à haut potentiel émotionnel ressent le rejet, les critiques, le besoin d'amour et de reconnaissance de manière décuplée. Et les réseaux sociaux, c'est un endroit où les critiques arrivent en masse, où les commentaires négatifs côtoient les
déclarations d'amour où l'approbation peut basculer en rejet en quelques heures. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux peuvent devenir aussi addictifs émotionnellement. Parce que c'est un endroit où, en tant que créateur, eh bien, on va chercher de l'attention, de la validation, peut-être même inconsciemment, à travers les likes, de l'amour à travers les commentaires et le regard des autres. En regardant son contenu, j'ai eu l'impression qu'elle ne savait plus vraiment où s'arrêtait Poupette et où commençait Kenza. Comme si le personnage public qu'elle avait créé avait fini par prendre énormément de place sur sa vraie personne. Parce qu'au fond, le problème, ce n'est pas seulement de se montrer, c'est de finir par se construire à travers ce que les autres attendent de nous. Au point de ne plus vraiment savoir qui on est vraiment quand personne ne nous regarde. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même au moment où un jour elle prend le train pour aller sur Paris. Elle a simplement discuté avec la personne qui était assise à côté d'elle et elle a expliqué que cette conversation dans la vraie vie lui a fait énormément de bien parce qu'elle est tellement dans les couches à s'occuper de ses enfants, en train de filmer à longueur de journée ses péripéties, qu'elle se sent connectée à des millions de personnes qu'elle ne voit jamais et en même temps absolument seule dans sa vraie vie. Comme si ce simple échange humain lui avait rappelé à quel point rien ne vaut un réel échange dans la vraie vie. Et c'est en se reconnectant au moment présent que l'on peut trouver de la richesse dans un simple échange, en dehors des réseaux sociaux, des stories, des millions de réactions. Bien évidemment, elle n'a pas pu s'empêcher de partager cette expérience hors du commun pour elle sur les réseaux. Et je trouve ça profondément triste et fascinant à la fois, parce qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer et pourtant énormément de gens semblent de plus en plus se sentir seuls émotionnellement. Comme si les réseaux donnaient l'impression de créer du lien en permanence sur le monde entier, sur les gens, tout en les éloignant progressivement de plus en plus du réel, des temps morts de la vraie vie, de leur intimité et des relations simples. Et c'est peut-être ce que son livre dit sans le dire. De Poupette à Kenza, c'est le produit, le personnage, l'invention, celui qu'elle a construit de toutes pièces, snap après snap, story après story, à une époque où elle pouvait en faire jusqu'à 600 par jour. Et ma fille me dit que quand elle n'en voit plus que 20 pour elle, elle se dit qu'il se passe certainement quelque chose. Comme si le silence chez Poupette était le signal que quelque chose n'allait pas. Alors que peut-être que c'est exactement le contraire. Peut-être que 20 stories par jour pour Poupette, c'est appuyer sur le frein, c'est appuyer sur la pause, c'est savoir se recentrer, chercher à retrouver des moments réels loin des réseaux sociaux. Kenza, c'est la vraie personne, c'est la personne derrière les caméras, sans les polémiques, celle qui existe quand personne ne la regarde. Et c'est peut-être ça le vrai fondement de toute son histoire. Une femme blessée qui n'a pas su comment réguler son trop-plein émotionnel et qui a trouvé à travers la surexposition sur les réseaux une façon d'exister et qui en est devenue maintenant prisonnière. On ne sait pas vraiment qui elle est. On sait uniquement ce qu'elle a bien voulu nous montrer. Et même elle semble parfois ne plus savoir qui elle est vraiment. Donc la question, elle est, la connaît-on vraiment? Et son histoire nous invite à nous poser cette question. Et nous, est-ce qu'on sait encore qui on est vraiment quand on pose notre téléphone? Ou bien même quand on éteint la télévision? Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment connaître quelqu'un à travers les réseaux sociaux? Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à aller plus loin en regardant l'histoire de Loana que j'ai filmée en cliquant juste ici.